La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Les voix de l'économie, 7h14 sur Radio Classique. Stéphane, votre invité, c'est le directeur de la rédaction du magazine Investir. Bonjour François Monnier. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Radio Classique. Nouveau record cette semaine pour le Bitcoin. Il a franchi la barre des 110 000 $. Pour donner un repère, 110 000 $, qu'est-ce que ça donne ? C'est aujourd'hui plus qu'un kilo d'or. Donc la reine des cryptos s'envole. Pour mémoire, cette crypto-monnaie, le Bitcoin, a été créé en 2009 et ça valait 0 à l'époque. 1 000 $ en 2013, 10 000 $ en 2017, 100 000 $ en décembre 2024. Et le dernier record avait eu lieu le jour de l'investiture de Donald Trump, le 20 janvier, où le Bitcoin avait franchi les 109 000 $. Et là, maintenant, tout doucement, il se rapproche des 112 000 $. Et ça coïncide avec un dîner de Donald Trump d'un nouveau genre, un peu inédit, puisque Donald Trump a invité les 220 plus grands détenteurs de sa crypto-monnaie. Oui, Là, on ne parle pas du Bitcoin, on parle des tokens. Absolument. De Donald Trump. Donald Trump a créé, quelques jours avant son investiture, une crypto-monnaie, un jeton, un Trump coin, ce qu'on appelle dans le jargon un meme coin. C'est un jeton hyper volatile, très spéculatif, qui est basé sur une personnalité ou sur un phénomène viral. Et donc, on a des investisseurs qui achètent ce jeton, mais ils ne savent pas, au moment où ils l'achètent, ce qu'ils auront droit avec ce jeton. Quels seront les avantages. Et là, pour l'instant, ils ont eu droit à un dîner avec Donald Trump. Et là, ils ont un dîner, mais ils ne savent pas non plus ce qu'il y aura comme cadeau après. Est-ce qu'ils auront le droit de participer à un concours de golf avec lui enfin bref, c'est un peu la surprise, mais ils ont investi massivement. Ceux qui ont été invités hier soir ont acheté en matière de dollars en Trump coin entre 55 000 et 37 millions. Donc c'est des montants colossaux. Ouais. Et en tout cas, ce dîner d'hier à Washington crispe un petit peu l'opposition américaine. Les démocrates dénoncent un trafic d'influence. Les crypto-monnaies, comme le Bitcoin, ont une particularité. Elles prospèrent dans les périodes de crise ou d'incertitude. L'idée, c'est que lorsqu'on doute du système, alors on se tourne vers les crypto-monnaies. Oui, c'est un actif quasiment anti-système. D'abord, ça a été créé en 2009, au lendemain de la faillite de Lehman Brothers. Donc ça a poussé sur les cendres d'un rejet du système, en tout cas d'une crainte que le système pouvait un jour disparaître. Et finalement, on le voit, à chaque fois qu'il y a des doutes sur la santé financière des États, il y a un regain d'appétit pour l'ensemble des crypto-monnaies, et notamment le Bitcoin. Et là, on le voit, cette semaine, on a eu bien sûr ce fameux dîner où il a abordé les questions et l'avenir des crypto-monnaies. Il faut voir que Donald Trump, au départ, était plutôt hostile à ces devises d'un nouveau genre. Maintenant, il est plutôt extrêmement favorable. Mais surtout, ça coïncide avec l'annonce du budget, un budget américain qui montre qu'il y aura encore du déficit. On a un budget aux États-Unis avec un déficit de plus de 6%. Là, on aura probablement 7 à 9% dans les années qui viennent, compte tenu de l'ampleur des investissements et finalement c'est des baisses d'impôts. Donc on voit que lorsqu'il y a du déficit, lorsqu'il y a une hausse de la dette, lorsqu'il y a un contexte géopolitique qui se dégrade, des guerres commerciales, tarifaires, il y a un engouement. Il y a de l'or, bien sûr, qui est acheté par les banques centrales. Les banques centrales, elles, n'achètent pas d'or, n'achètent pas de crypto-monnaie. Oui. Même s'il y a eu quelques tentatives, notamment pour la banque centrale en Tchéquie. Oui, mais ça reste marginal. Mais tout de suite, ça a été recadré par la Banque centrale européenne, donc ça reste extrêmement. Les banques centrales n'achètent pas de l'or, mais les investisseurs, eux, veulent protéger. De Bitcoin. Elles achètent de l'or. Ils n'achètent pas de Bitcoin, les banques centrales. En revanche, les investisseurs, eux, se ruent sur le Bitcoin parce que finalement, c'est devenu un actif de protection. Et l'arrivée des ETF Bitcoin a changé la donne depuis un an, notamment sous l'influence de BlackRock. Et là, on a un déferlement d'investisseurs qui achètent un ETF lié au Bitcoin comme s'ils achetaient une action ou de l'or. Vous dirigez la rédaction du magazine Investir, on connaît le sérieux de ce magazine. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes d'investissement, il est acquis qu'il faut avoir des crypto-monnaies en portefeuille ? Ça fait partie d'une diversification. Oui, on peut voir ça comme une diversification, mais il faut investir dans cet actif de façon extrêmement mesurée et surtout essayer d'acheter du Bitcoin ou une autre
crypto-monnaie de façon programmée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout de suite mettre l'essentiel de ses économies, mais plutôt étaler dans le temps ses achats. Et ça ne doit pas représenter plus de 3% de votre actif très spéculatif. Financier, parce que c'est pas avec ça qu'on va préparer sa retraite. C'est vraiment une volonté de dire je prends du risque, mais un risque mesuré, parce que cette enveloppe, elle reste modeste. Pourtant, on sait que certains jeunes investisseurs ont tendance à investir beaucoup plus que de raison dans les crypto-monnaies. Est-ce que les cryptos ont encore l'image d'un placement sulfureux ? On a beaucoup entendu ces derniers jours les cas d'agression contre des détenteurs de crypto-monnaies. Est-ce que cette image sulfureuse colle encore au Bitcoin ? Disons que l'image s'est améliorée dans le sens où il y a eu beaucoup d'acteurs qui agissaient pas de façon, on va dire, correcte et qui ont été ou mis en prison. En tout cas, il y a eu des procès retentissants, notamment aux États-Unis. On voit quand même qu'il y a quand même encore toujours un climat un peu délétère autour des crypto-monnaies. D'abord, chez Coinbase, qui est la grande plateforme américaine, on a vu qu'il y avait encore eu un piratage il y a quelques jours. On voit aussi apparaître des situations particulières avec des personnes qui tentative d'enlèvement, voire enlèvement de détenteurs de Bitcoin en disant on pourra éventuellement récupérer des Bitcoins parce qu'on pense que c'est intraçable. Donc on voit qu'il y a toujours un environnement particulier autour de cet actif d'un nouveau genre. Est-ce qu'il faut forcément être ce qu'on appelle un geek pour investir sur les crypto-monnaies ? Non, c'est plus du tout le cas. Maintenant, c'est devenu extrêmement accessible. Et si vous êtes plutôt extrêmement prudent, on peut investir sur le Bitcoin de façon détournée. Vous achetez des actions, par exemple, de Coinbase, qui est une société américaine qui est maintenant dans le S&P 500, fait partie des 500 plus grandes entreprises américaines. C'est une plateforme de négociation qui possède aussi des crypto-monnaies. Et donc, vous profitez de l'engouement, quelque part, des crypto-monnaies en ayant cet actif dans un compte titre. Ou vous pouvez aussi acheter des ETF, des trackers. Vous pouvez acheter des produits qui dupliquent la performance des crypto-monnaies. Absolument. Voilà. C'est relativement nouveau, mais ça représente, je crois, près de 130 milliards de dollars d'encours. Là, les ETF qui ont été créés sous l'influence de BlackRock il y a à peine un an, c'est déjà 126 milliards de dollars d'encours. C'est l'équivalent de la capitalisation de Total. Et ça a été créé en l'espace d'un an. Demain, samedi, sort dans les kiosques le magazine Investir. De quoi est-ce que vous allez parler cette semaine ? On va vous parler d'or noir, de pétrole, un actif là aussi extrêmement volatile, parce que souvenez-vous, il y a quelques années, ça valait plus de 147 $, c'était tombé sous les 16 $. Là, aujourd'hui, on est aux alentours de 65 $, donc ça bouge énormément. Donc comment on peut investir dans le pétrole de façon assez sereine pour gagner de l'argent ? Merci beaucoup François Monnier, directeur des rédactions du magazine Investir. Merci à tous les deux. Stéphane à lundi pour la matinale de l'économie. Ce sera dès 6h. Tout de suite Karine Dijoux, et si on parlait français. Et juste après Marcelo Westfred pour les coulisses de la politique, qui vous donnera la raison pour laquelle toute la classe politique s'est emparée du dossier de l'entrisme musulman plutôt que de monter en première ligne sur un dossier tout aussi sensible, la crise des taxis.